Bienvenue à cette première journée de la troisième édition du Casa Business Law Forum, événement annuel dédié aux droits des affaires organisé par les éditions LexisNexis et son partenaire exclusif au Maroc, Icône Juris, qui a lieu cette année encore sous format digital. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au cœur de cette première journée placée sous le signe de l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Vous aurez la possibilité, donc, tout au long des interventions, de poser vos questions via le chat de Zoom situé à droite de votre écran. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Amandine Decou, qui est vice-présidente du Cercle marocain des directions juridiques et qui sera la modératrice de ce panel. Merci. Merci Angélique. Bonjour à tous, panélistes, participants et organisateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année pour les Casa Business Law Forum. Et je remercie chaleureusement LexisNexis pour l'opportunité qui est donnée au CMDJ d'être partenaire institutionnel et intervenant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc, comme l'a dit Angélique, Amandine Decou, vice-présidente du CMDJ. C'est le Cercle marocain des directions juridiques, association créée par et pour les juristes d'entreprise, et au sein de laquelle nous menons des actions de formation. Nous avons créé un réseau de juristes et nous organisons des événements. Alors, le Covid est venu un petit peu impacter nos activités ces 2 dernières années, des activités qui se voulaient surtout présentielles, être des rencontres, mais les formations ont repris depuis cet été et nous espérons bien pouvoir reprendre l'ensemble de nos rencontres prochainement. N'hésitez pas à aller voir notre site internet ou notre page LinkedIn. Alors, l'année dernière, à peu près à la même époque, j'animais déjà le panel entreprise du Casa Business Law Forum 2020. D'ailleurs, avec Maître Ulrich et Boukris qui sont avec nous aujourd'hui aussi. Et nous avions la chance de recevoir, du moins virtuellement, le professeur Elmer Nissi, qui nous avait fait l'honneur de dresser pour nous le tableau des réformes ayant impacté le droit des sociétés en 2019-2020 et des projets à l'agenda. Et qui nous disait à quel point il y avait eu une véritable avalanche de textes ces derniers temps. C'est donc avec une pensée émue et toute particulière que nous nous retrouvons cette année, sans le professeur, qui reste avec nous du moins par la pensée, et que j'ouvre ce premier panel du Casa Business Law Forum 2021. D'ailleurs, c'est un petit peu comme si le professeur avait dicté le thème de ce premier panel. En effet, nous nous attarderons sur le sujet de l'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc, en abordant les acquis et les perspectives, et en revenant notamment sur cette avalanche de textes avec un œil critique, puisque maintenant avec davantage de recul, pour déterminer s'ils ont permis d'améliorer l'environnement des affaires ou s'ils ont permis de poser les premières pierres de véritables changements dans le domaine du droit. Pour ce faire, nous aurons le plaisir d'écouter et d'échanger avec 4 panélistes sur 3 sujets majeurs, que sont d'abord la réforme du cadre juridique des affaires avec l'actualité 2020-2021 et les perspectives de la modernisation, puis la simplification des procédures administratives pour examiner les changements engendrés pour les entreprises, et enfin, le financement collaboratif. Ce que j'aimerais, c'est que chaque panéliste puisse, sur son sujet, présenter la réforme objet de son intervention, mais puisse s'attarder aussi sur la question suivante. En quoi, selon vous, cette réforme a-t-elle permis ou permettra-t-elle, si elle est toute récente ou qu'elle attend des textes d'application, une véritable amélioration de l'environnement des affaires au Maroc? Et je rappelle aussi que chaque intervention sera d'environ une quinzaine de minutes et que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Je les relayerai avec plaisir en fin de chaque intervention. Selon le temps que nous aurons pris, peut-être à la fin, nous aurons également une nouvelle plage de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet de ce jour, donc de ce premier panel, qui est la réforme du cadre juridique des affaires avec l'actualité 2020-2021 et les perspectives de modernisation. Donc, avec Maître Mohamed Ouloukhouir, avocat associé du cabinet Chassani Watrelot, qui est membre fondateur de l'Association marocaine du droit du travail et de la sécurité sociale et avocat au barreau de Paris. Je crois, Maître, que vous allez aborder notamment le droit des sociétés, qui a connu plusieurs réformes récentes, mais aussi la question du télétravail, qui s'est démocratisé depuis le début de la pandémie du Covid-19, et qui est encore uniquement le fruit de la pratique, et que vous aborderez aussi les évolutions récentes en matière de droit social. Bref, Maître, je vous cède la parole sur ce tour d'horizon introductif riche, qui sera, je n'en doute pas, très utile aux participants pour cerner les évolutions légales et réglementaires récentes et en cours.
C'est à vous, maître. Merci beaucoup, Amandine. Merci à LexisNexis et à Econ Juris d'organiser ce type d'événement de forum et de rencontres sans désemparer depuis quelques années et de poursuivre leur travail de fond en matière de diffusion de l'information juridique au Maroc. C'est quelque chose d'assez essentiel et une œuvre remarquable dont nous ne pouvons que nous féliciter. Et je suis très heureux pour ma part de pouvoir contribuer modestement à ce travail qui est mis en œuvre et qui est effectué. Alors, comme vous l'évoquiez, les thématiques que je vais aborder ce matin à un très haut niveau, hein, on va rester dans un cadre assez global. On pourra effectivement, en fonction des besoins affinés, concernent principalement deux thématiques qui me semblent tout à fait essentielles en matière de climat des affaires et d'amélioration du cadre marocain pour le climat des affaires, de promotion d'investissement, que ce soit investissement national ou étranger. Alors, ce sont les sujets de droit des sociétés, donc le véhicule de l'investissement en quelque sorte, et des thématiques plutôt relatives au droit du travail, au droit social, donc les hommes et les femmes qui portent et qui rendent concret ces différents investissements et le succès de ces investissements au Maroc. Alors, s'agissant du droit des sociétés, vous l'avez vu, il y a eu ces dernières années une inflexion très forte de la part du Royaume visant à simplifier, à améliorer, à digitaliser les différentes procédures relatives aux entreprises. On a vu d'ailleurs les bons significatifs qu'a connu le Maroc dans le cadre de son classement Doing Business sur ces différentes années, avec une progression constante en termes de classement. Cette progression constante est le reflet des différentes innovations, modifications qui ont été mises en place pour simplifier ce cadre juridique des affaires au Maroc. Alors moi, je vais me focaliser plus particulièrement sur trois thématiques qui me semblent importantes de souligner, de connaître, sans véritablement les détailler, faute de temps. La première thématique, qui me paraît peut-être la plus significative, la plus porteuse de sens, non pas en elle-même, mais par rapport aux implications qu'elle peut avoir, c'est ce décret de septembre dernier, le décret 2-21-708, relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés créées au Maroc. Alors, ce décret, moi, me paraît particulièrement intéressant parce qu'il est destiné à mettre en place au Maroc un registre public qui va devoir regrouper et répertorier tous les bénéficiaires effectifs des sociétés qui sont créées ou qui exercent au Maroc. Alors, c'est un cadre un peu particulier qui, vous le comprenez bien, s'inscrit notamment dans le cadre des obligations financières internationales du Royaume, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment, contre la corruption, dans le cadre des dispositifs de mise en place des sanctions qui sont décidées par les organisations ou les organismes internationaux vis-à-vis de telle ou telle partie. Donc, ce registre des bénéficiaires effectifs, à mon sens, va avoir un impact concret, quotidien, sur les entreprises, de la même manière que ce registre, le registre digital national des sûretés mobilières, qui a été aussi mis en place avec succès au Maroc l'année dernière et qui fonctionne plutôt très bien. Là, on va avoir, à très courte échéance, un registre des bénéficiaires effectifs qui va viser à collecter, centraliser et conserver au Maroc des informations exactes et à jour relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés établies au Maroc ou des sociétés étrangères qui exercent des activités commerciales sur le territoire marocain. Et ça, c'est à mon avis particulièrement intéressant, particulièrement novateur, puisque ça s'inscrit dans un registre juridique qui n'est pas le nôtre. Ces termes de bénéficiaires effectifs, on est là dans la terminologie juridique du monde anglo-saxon. C'est dans le cadre du droit anglo-saxon que ces questions de bénéficiaires effectifs ou de bénéficiaires ultimes, comme ils l'appellent, se posent, puisque dans leur schéma juridique, on peut avoir des actionnaires apparents ou des dirigeants apparents, qu'ils appellent nominee shareholders ou nominee directors, qui en réalité ne font que porter des parts ou porter des mandats
pour le bénéfice d'autres, et on comprend tout à fait que dans ce type de schéma, il peut être pertinent ou utile de savoir qui est, in fine, le véritable bénéficiaire, le véritable détenteur de ces actions ou des parts sociales qui sont détenues. Au Maroc, on a un schéma, naturellement, de droit continental, où, quand il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, la personne qui figure dans les statuts ou les personnes qui figurent dans les statuts sont les détenteurs de ces différentes parts sociales. Et malgré cela, et justement du fait, alors ça c'est peut-être un autre débat qui aurait été aussi très cher au regretté professeur Magnici que Amandine vous évoquiez, on a peut-être justement cette dérive ou ces changements ou ces bouleversements à l'anglo-saxonne de notre droit marocain, mais qui va aboutir à mettre en place des obligations très concrètes et très claires pour les entreprises marocaines, pour toutes celles qui exercent au Maroc, et qui vont devoir déclarer un certain nombre d'informations concernant tous les bénéficiaires ultimes des parts sociales ou des actions de cette société. Ce registre des bénéficiaires effectifs va être tenu dans le cadre d'une plateforme électronique, donc on aura un peu, je pense, le même schéma que celui du registre digital pour les sûretés mobilières. Et donc, cette plateforme va être alimentée par les informations qui vont être communiquées par ces sociétés pour justement remplir cette obligation. Tout ce mécanisme-là se fera de manière électronique. La mise en place de cette plateforme sera complètement digitalisée et il y aura les mêmes processus un peu qu'avec le registre de commerce. Quand la société est radiée, il y aura aussi une radiation de ce registre-là. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui risque d'être quand même, en tout cas, de bouleverser particulièrement la manière dont nous fonctionnons ou dans la manière dont nous avons l'habitude d'interagir avec l'administration. Et ça va permettre de mettre en place des fichiers et donc des registres consolidés regroupant des informations fiables, à jour, sur tous les bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés qui seraient basées sur ou qui sont basées sur le territoire du royaume. Et l'obligation de déclaration se fait normalement dans les 3 mois de l'inscription. Pardon, c'est pas dans les 3 mois, c'est dans le mois suivant l'immatriculation de la société au registre de commerce ou dans le mois suivant toutes les modifications relatives aux sociétés ou aux bénéficiaires effectifs de ces sociétés. C'est le défaut de faire ces déclarations et d'alimenter ce registre centralisé expose à un certain nombre de sanctions, principalement d'ordre pécuniaire. Et ce registre public des bénéficiaires effectifs, il sera accessible non pas à tout un chacun, mais à un certain nombre d'institutions qui sont définies dans le décret, le pouvoir judiciaire, les autorités de recherche, un certain nombre de comités pour les mises en place d'un certain nombre de contrôles ou de suivi des actions, notamment en matière de terrorisme, les différents organes de surveillance que nous connaissons dans le royaume, la direction générale des impôts, l'administration des douanes, et j'imagine, même si ce n'est pas très clairement précisé dans le texte, toute personne qui aurait un intérêt à agir et qui obtiendrait une autorisation, sans doute d'une juridiction, pour pouvoir accéder aux informations contenues dans ce registre. Donc ce décret-là de septembre 2021, moi, me paraît important et me paraît être un pas très concret dans ce qu'on voit se mettre en place au Maroc, à savoir une forte digitalisation d'une part, et d'autre part davantage de transparence et d'obligations déclaratives mises à la charge des sociétés de manière à ce qu'on puisse intervenir et appréhender clairement les questions notamment de conflits d'intérêts, etc., ou de corruption, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. On est un peu dans le prolongement de ce qui avait été fait quand on a mis en place l'ICE, sauf que là, ça va un peu plus loin, puisqu'on veut aller au-delà des apparences et au-delà du texte pour essayer de comprendre s'ils sont différents de ceux qui sont prévus dans les statuts, qui sont les véritables bénéficiaires de ces sociétés et de leurs activités au Maroc. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder parce que ça me semble être un point particulièrement important. Le deuxième point, je vais passer plus rapidement, entrer à un sujet qui me paraît fondamental, qui est le renforcement de la parité homme-femme dans les sociétés anonymes
faisant appel à l'épargne publique, faisant un appel public à l'épargne, pardon. Et là aussi, on a un cheminement qui est assez intéressant puisque la démarche qui est envisagée est d'arriver à mettre en place non pas une parité complète, puisqu'on va plutôt avoir un seuil de 40% dans un premier temps, mais l'approche est assez intéressante et c'est fait graduellement sur plusieurs années, mais on a justement cette logique très claire de mettre en place cette parité qui est prévue par notre Constitution de 2011 et son article 19. Donc là, c'est une des actions qui figure dans cette approche plus inclusive et d'intégrer une partie importante de notre population. On sait que le taux d'activité des femmes, malheureusement, au Maroc est encore assez bas, mais ça dit, ces types de mesures visent effectivement à promouvoir et à mettre en place un taux d'activité des femmes plus important au Maroc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me paraît intéressant. Et vu du point de vue de l'entreprise, c'est une thématique à prendre en charge. Il va falloir qu'ils puissent composer leur conseil d'administration ou les conseils de surveillance de la bonne manière et en respectant les ratios prévus par le texte. Et donc ça, c'est aussi un travail qui doit être abordé très en amont, qui a un impact très clair aussi sur la gestion des ressources humaines au sein des entreprises, sur les modalités de promotion et d'évolution au sein de ces entreprises. Donc c'est un sujet, à mon avis, assez central et assez intéressant dans le cadre de ces réformes sur l'ASA de l'année dernière. Il y a aussi cette question du renforcement de la mise en place des réunions à distance par des moyens de visioconférence. Le cadre de la pandémie que nous avons tous subi et que nous continuons à subir, elle montre bien qu'il était important de mettre à jour et de clarifier un peu un certain nombre de dispositions relatives aux réunions en distanciel et par visioconférence. On a la Cour de cassation d'ailleurs qui a très récemment confirmé que par exemple les audiences en matière pénale qui avaient eu lieu pendant la période de confinement par des moyens de téléconférence étaient tout à fait valables dès lors que les personnes poursuivies ne s'y sont pas non seulement ne s'y sont pas opposées, mais étaient d'accord avec le principe d'être jugées via ces moyens de visioconférence. Donc là, on a aussi un sentier qui est assez clair et intéressant au Maroc sur ces avancées, ces utilisations de plus en plus importantes des outils technologiques au service du droit, de la justice, et dans le cas plus précis, du fonctionnement des sociétés, ce qui nous éloigne de plus en plus et fort heureusement des contraintes que l'on avait l'habitude d'évoquer en matière de légalisation, de présence physique, etc., qui pouvaient à un certain moment poser problème. Donc là, on a aussi une modernisation significative qui, de mon point de vue, a salué. Même modernisation aussi s'agissant de cette réforme de la société par action simplifiée. Autrefois, c'était un outil simplifié, mais maintenant on a aussi un cadre de l'investissement avec un outil qui est assez intéressant, qui a fait ses preuves dans un certain nombre de pays, notamment en France, où on a vu ces sociétés anonymes simplifiées se développer de manière importante, du fait notamment de leur souplesse, de leur adaptabilité. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant, et cette mise en place de cette nouvelle forme de société anonyme simplifiée au Maroc est quelque chose qui s'inscrit toujours dans cette démarche de davantage de modernisation, davantage de souplesse offerte aux opérateurs économiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait positif et qui me semble important de noter en premier temps et de saluer dans un second temps. Voilà globalement les observations que je souhaitais faire s'agissant du droit des sociétés et de ces quelques réformes moi, qui me paraissent importantes et qui tracent une orientation qui pour moi est assez rassurante en matière d'évolution du droit des affaires au niveau du Royaume, et du climat des affaires au niveau du Royaume. Le second point, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ces hommes et ces femmes qui mènent ces investissements aujourd'hui au Maroc, et donc cette question de la gestion des ressources humaines et du droit du travail. Donc là, on a eu des points d'inflexion assez intéressants, notamment du fait de la pandémie, certains positifs, d'autres un peu plus questionnables. L'élément, c'est cette mise en place du télétravail, alors sans qu'on ait de cadre juridique préalable. Il y a une discussion pour la mise en place d'un cadre juridique pour le télétravail dans la fonction publique à l'heure actuelle. Ce projet est en cours. Il ne me semble pas, ou en tout cas à ma connaissance, qu'il y ait
de projet de loi ou de cadre spécifique en réflexion s'agissant du télétravail de manière générale. Ceci étant, ce n'est pas un problème puisque à travers le règlement intérieur, la convention collective ou éventuellement le contrat de travail, cette question du télétravail peut être abordée de manière complète et totale par les entreprises. Et donc, on a vu se mettre en place un certain nombre de mécanismes, que ce soit à travers des avenants, à travers le règlement intérieur, à travers des notes de service, qui permettent d'appréhender et d'encadrer de manière intéressante le télétravail au Maroc. On a vu qu'on a pu, en contexte de pandémie, organiser de manière très satisfaisante les élections des délégués du personnel avec ces élections qui sont organisées en juin dernier dans toutes les entreprises du Royaume, et donc avec la mise en place de ces interlocuteurs pour les entreprises, de manière à pouvoir mettre en place ces conventions collectives ou ces règlements intérieurs pour traiter de cette question du télétravail, de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de la question du contrôle de la productivité, du contrôle des conséquences du télétravail sur les salariés, puisqu'ils se retrouvent quand même relativement isolés, de la question de la prise en charge des moyens et des coûts du télétravail, puisque ça génère des coûts de connexion Internet, d'espace mobilisé au sein des appartements ou des maisons privées des salariés. Donc toutes ces questions-là ont pu être traitées, appréhendées de manière assez cohérente dans les entreprises. Il y a eu des recommandations effectivement aussi d'un certain nombre d'organisations patronales. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a paru très, très intéressant. Bon, il ne me semble pas qu'il y ait eu de contentieux particulier sur cette thématique-là à ce stade. On verra s'il en surgit par la suite. On a également assisté à quelque chose d'assez unique, puisque c'est véritablement la première fois au Maroc qu'on a une autorisation de licenciement collectif pour motif économique délivrée par un gouverneur. Là, je fais référence au plan social engagé l'année dernière à l'été 2020 par l'ARAM, la compagnie nationale Royal Air Maroc, avec l'obtention d'une autorisation, enfin la réunion d'une commission provinciale, ce qui n'était jamais fait depuis la mise en vigueur du Code du travail en 2004, et l'obtention d'une autorisation de licenciement collectif pour motif économique. Ça ouvre aussi peut-être en tout cas un cadre pour la mise en place et le développement de ce type d'action et de procédures, et qui permettront peut-être à l'entreprise de gérer de manière un peu prévisionnelle et anticiper ces problématiques d'adaptation de la force de travail aux commandes ou à l'activité économique. Donc là, on a aussi une réflexion intéressante, c'est le fait qu'une procédure comme celle-là, qui est assez complexe, qui n'avait jamais été véritablement usitée, ait pu être mise en place et aboutir à une décision. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la décision, mais l'attrait pour nous est réellement l'aspect procédural. Ensuite, la validité ou la conformité au droit de cette décision, elle sera tranchée par les tribunaux si des recours sont faits. Donc, c'est un point assez intéressant, à mon avis, à soulever. Un autre point là qui, moi, me paraît un peu plus problématique, on a une évolution jurisprudentielle ces dernières années en matière de licenciement individuel qui est assez difficile à lire, puisqu'on voit que maintenant, petit à petit, quelques décisions décident de mettre en place, de modifier de manière substantielle la procédure de licenciement en ajoutant de plus en plus d'obligations à la charge des entreprises, ce qui en soi n'est pas un problème si ces obligations sont prévues quelque part et qu'on puisse les anticiper. C'est un problème quand elles sont créées ex nihilo et a posteriori par des décisions jurisprudentielles. Je fais référence là notamment à l'obligation qui est faite de ne plus maintenant avoir la séance d'écoute ou d'audition le jour de la convocation. Ça va être un point que les tribunaux semblent de plus en plus prendre à cœur sans qu'on sache véritablement quelle est la base juridique de cela. Puisqu'au contraire, toute l'orientation du Code du travail et plus précisément de l'article 62 va dans le sens d'une procédure accélérée et qu'il faut aller plus vite, puisqu'on a, comme vous le savez, une durée de prescription très très courte de 8 jours pour pouvoir sanctionner, plutôt convoquer à une audition un salarié quand on est informé de faits potentiellement fautifs. Donc là, le fait de mettre en place des mesures de ralentissement, on va dire, interpelle quelque peu. Mais bon, il faut le noter de la même manière qu'on a aussi cette évolution qui tend à faire de cette audition préalable une sorte de procès où de plus en plus on semble exiger que les éléments soient portés à la connaissance du salarié dès la convocation, ce qui n'est pas non plus prévu par les textes, que dans certains cas on mette à la disposition du salarié des moyens de preuve, des allégations ou des fautes qu'on pense qu'il a commis. Donc là, il y a une orientation en matière de droit du travail individuel
qui me paraît quelque peu préoccupante, qu'on a connue ailleurs, puisqu'il y a eu un peu les mêmes schémas et les mêmes tentatives en France notamment. Mais bon, là au Maroc, elle semble se mettre en place, mais de manière un peu opaque, puisqu'on n'a pas globalement, on ne voit pas globalement où ça va, et par petites touches, de manière assez impressionniste, que quelque chose se dessine. Et ce qui est en train de se dessiner me semble être de plus en plus éloigné du texte et de l'esprit du texte qui a été mis en place. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me paraît important de souligner et d'indiquer dans le cadre de ces évolutions jurisprudentielles des 2 dernières années en droit du travail au Maroc. Voilà globalement les explications. J'espère avoir été clair et puis susciter votre intérêt sur ces questions-là et notamment sur cette question de décret et de registre national des bénéficiaires effectifs qui me semble particulièrement important. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Maître. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Peut-être, alors je ne vois pas de questions sur le chat, peut-être une question de ma part, si vous le permettez. Vous parliez de télétravail et du fait qu'il y avait des travaux en cours, des réflexions en cours. Bien évidemment, les entreprises se sont saisies du sujet, chacune à sa façon, en mettant en place ce qu'elles pouvaient mettre en place parce qu'on n'avait pas le choix, très concrètement. Sans texte spécifique, je sais qu'il y a plusieurs initiatives en cours. On entend parler de projets de loi. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez si quelque chose est un petit peu avancé? Est-ce que vous pensez qu'au prochain Casa Business Law Forum, on pourra parler d'une nouvelle loi sur le télétravail? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une démarche qui est faite dans le secteur public. On n'en connaît pas encore la teneur. Peut-être que si dans le secteur public on a un cadre qui est mis en place, ça va inciter à la mise en place d'un cadre équivalent adapté au secteur privé, peut-être, je ne sais pas. À ma connaissance, il n'y a pas de proposition de loi ou de projet de loi visant à encadrer le télétravail dans les entreprises au Maroc, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose d'assez utile d'avoir un texte sur ces questions-là. Il faudrait que les parlementaires puissent s'en saisir, ou le gouvernement s'il le souhaite, mais ça me paraît très peu probable parce qu'on a quelques sujets en matière de droit du travail qui sont, à mon avis, prioritaires à l'heure actuelle, et notamment cette question de la loi organique sur la grève, qui est toujours en suspens et qui n'a pas pu encore être mise en place. Donc, on n'a toujours pas de cadre juridique global de la grève au Maroc, si ce n'est le fait que c'est un droit constitutionnel. Mais au-delà de ça, les conditions d'application sont inconnues ou mises en œuvre de ce droit. Le projet de loi qui avait été initié il y a quelques années ne semble pas devoir aboutir et va sans doute être complètement revu de fond en comble. Donc, si je devais parier sur une loi à venir en matière de droit social au Maroc, je pencherais plutôt pour une loi sur la grève. Le télétravail, il me semble que à travers les outils collectifs qui existent au sein des entreprises, comme on arrive à mettre ça en place de manière plus ou moins satisfaisante, le législateur peut-être ne sent pas qu'il y ait une urgence ou une nécessité particulière de mettre en place ou de voter une telle loi. Donc, à mon avis, peut-être que sur le prochain Casa Business Law Forum, on parlera plutôt de l'adoption de la loi organique sur la grève. Merci, Maître. Donc, rendez-vous pris pour l'année prochaine, on espère, sur ce sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je propose maintenant que nous fassions un arrêt sur image sur le thème spécifique de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir 2 panélistes. Donc, tout d'abord, nous donnerons la parole à Madame Ikram Imi, chef de division de la simplification des procédures et l'appui de l'éthique, direction de la modernisation de l'administration au sein du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Donc, Madame Imi abordera tout d'abord le contexte de la réforme apportée par cette loi,
entrée en vigueur depuis une année environ, si je ne me trompe pas, et nous présentera les démarches de la simplification des procédures administratives. Puis, Maître Boukris prendra le relais pour nous éclairer sur une partie plus pratique de cette réforme, sous l'angle de son impact concret sur les entreprises. Je vous donne la parole, chère madame. Merci madame. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de participer avec vous à l'édition de cette année du CASA Forum pour partager avec vous les nouveautés liées à la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, avec bien sûr un focus sur les nouveautés qui concernent l'entreprise. Excusez-moi, je ne sais pas, est-ce que je dois partager mon écran ou bien on garde votre partage? Non, je pense que vous n'avez pas besoin de partager, c'est partagé à l'écran. D'accord. Donc, le slide suivant, si vous permettez. Donc, cette loi 55-19 sur la simplification des procédures donc, a été adoptée suite à un ensemble d'orientations royales, notamment au cours d'un ensemble de discours de Sa Majesté dernièrement, qui avait pour objectif d'évaluer la relation administration-usager, notamment par rapport à la relation administration-investisseur. Donc, Sa Majesté a pointé un certain nombre d'éléments de dysfonctionnement et aussi un certain nombre de directives qui sont opérationnelles et très claires. Par exemple, nous avons quelques directives opérationnelles telles que le silence vaut accord après 30 jours passés après une demande d'un investisseur. Aussi l'interopérabilité et l'échange de données entre les administrations pour éviter de demander à l'usager, notamment l'investisseur ou l'entreprise, de fournir des documents dont les informations sont déjà en possession de notre administration. Donc, toutes ces directives ont donné lieu à la loi 55-19 relative à la simplification des procédures qui est là aujourd'hui pour encadrer la relation entre l'usager et l'administration qui, jusque-là, nous savons tous qu'il était encadré par un ensemble de procédures administratives, mais aujourd'hui, nous avons une relation dont les éléments sont définis aujourd'hui du niveau d'une loi. Donc, la loi a été adoptée en mars 2020 et a entré en vigueur le 28 septembre 2020. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît, sur les slides? Donc, elle a entré en vigueur en 28 septembre 2020 après l'adoption d'un ensemble de décrets d'application qui ont permis à la loi d'entrer en vigueur. Donc, je vais essayer de passer assez vite pour partager avec vous les éléments qui sont plutôt liés à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît, sur les slides? Donc, c'est une loi dont le champ d'application est très large. Elle concerne toutes les administrations, donc les administrations publiques, les départements ministériels, les collectivités territoriales, les établissements publics de toute forme et toute autre personne morale de droit public et les organismes aussi chargés de mission des services publics. Donc, cette loi est articulée autour d'un certain nombre de principes. Et après, dans les différents articles, les principes sont déclinés en des dispositions opérationnelles. Donc, le premier principe de base concerne l'encadrement juridique de l'ensemble des actes délivrés par les administrations en ce qui concerne l'encadrement juridique de l'acte lui-même et aussi des différentes pièces demandées de la part de l'usager. Donc, normalement, dorénavant, l'administration ne peut pas demander ou exiger d'un usager soit un acte, soit une pièce donnée sans que cette pièce ou cet acte soit clairement stipulé par une disposition réglementaire. En plus, il y a 10 principes que la loi a posés et qui devront normalement encadrer cette relation entre l'administration et l'usager.
Il y a d'abord la confiance, le principe de la confiance entre l'administration et les usagers, le principe de la transparence via la publication de l'ensemble des procédures administratives de manière opposable. Il y a le principe de la simplification des procédures à travers la suppression d'un ensemble de formalités non justifiées et aussi la revue de toutes les procédures pour une optimisation de ce qui est demandé de la part de l'usager, la fixation des délais maximums pour répondre à une demande de l'usager, le principe de la proportionnalité entre la procédure elle-même, l'objet de la procédure, et les différentes formalités et les pièces demandées pour ramener au strict minimum l'ensemble des pièces et des formalités exigées de l'usager pour pouvoir traiter sa demande. Il y a aussi le principe du silence vaut accord, donc après le découlement du délai affiché. Donc, le silence de l'administration à procéder est considéré comme acceptation de la demande de l'usager. Et bien sûr, ce principe est lié avec un décret d'application qui va définir la liste des actes qui seront concernés par ce principe. Il y a aussi le principe de l'amélioration continue de la qualité des services publics et la demande une seule fois de l'ensemble du dossier, une seule fois des compléments de dossier, de demande de remplacement d'un certain nombre de pièces qui sont demandées pour un peu remédier à la problématique de demande en cascade d'un certain nombre de pièces et de procédures de la part de l'usager. Il y a aussi le rapprochement de l'administration d'usager, soit à travers la déconcentration, soit à travers la digitalisation aussi, et la motivation des réponses défavorables, donc, qui était déjà là avant la loi 75-19, mais la loi est venue pour consécrer ce même principe de motivation des réponses défavorables. Vous pouvez, s'il vous plaît, avancer. Donc, la première étape de mise en œuvre des dispositions de la loi 55-19 durant l'année 2021 a concerné la mise en œuvre par l'ensemble des administrations concernées du principe de la transparence et de l'opposabilité de l'information sur les actes administratifs à travers un processus dont toutes les administrations ont participé durant cette année 2021 à travers le recensement exhaustif de l'ensemble des actes qui sont délivrés par chaque administration et qui relèvent de leur domaine de compétences à travers leur formalisation, leur transcription, leur regroupement dans des répertoires d'actes administratifs selon des exigences bien déterminées au niveau de la loi et avec le respect d'un certain nombre de règles telles que ne pas demander à l'usager plus d'un exemplaire du dossier ou la client, ne pas demander la légalisation de signature, ne pas demander de fournir des pièces dont l'accès est ouvert au public et aussi ne pas demander des copies certifiées conformes. Donc, tous les répertoires d'actes administratifs qui ont été élaborés par les différentes administrations ont été soumis à la Commission nationale de simplification des procédures et formalités administratives qui examine ces répertoires et après leur approbation par rapport au respect des exigences de la loi, ils sont publiés dans un portail national des procédures et des formalités administratives. Vous pouvez, s'il vous plaît, avancer au slide suivant. Donc, en ce qui concerne l'obtention des actes administratifs, la loi a parlé aussi, a exigé aussi un certain nombre de règles par rapport à tout ce qui est dépôt de dossier de demande. Donc, chaque dépôt de dossier de demande doit être sanctionné par un récépissé remis immédiatement à l'usager. Ce récépissé, bien sûr, il fait foi en cas de recours, de demande de recours administratif ou bien même de recours judiciaire après, ou bien même pour l'application du principe de silence vaut accord pour les actes qui sont concernés par ce principe. En ce qui concerne les délais, donc la loi a défini un délai maximal que l'administration ne doit pas dépasser lors de la transcription de l'acte administratif. Donc, ce délai est de 60 jours pour l'ensemble des actes administratifs, mais il est ramené à 30 jours pour les actes administratifs nécessaires à la réalisation des projets d'investissement.
quand on parle de 60 jours ou de 30 jours pour les actes liés à l'investissement, c'est un délai maximal. Mais l'administration, lorsqu'elle définit le délai d'engagement, elle le définit bien sûr par rapport au temps nécessaire pour l'administration pour traiter les demandes. Donc, ce délai peut être prolongé une seule fois si le traitement de l'acte nécessite la réalisation d'un certain nombre d'expertises ou d'enquêtes publiques. Ce délai peut être dérogé une seule fois, mais c'est lié à un décret d'application qui va définir l'ensemble des actes qui peuvent nécessiter cette prolongation de délai. Ensuite, nous avons ce principe de silence vaut accord, donc, qui est signalé au niveau des principes, mais il y a un décret d'application qui, normalement, doit définir la liste des actes administratifs qui sont concernés par ce principe. En ce qui concerne les voies de recours, donc, pour l'ensemble des actes, les voies de recours, donc, au niveau de l'article 21 de la loi, ils sont explicités, donc, un certain nombre de niveaux de voies de recours que l'usager peut avoir recours en cas d'une réponse défavorable ou de non-réponse de l'administration après le délai affiché, bien sûr lorsque l'acte n'est pas concerné par le silence vaut accord. En ce qui concerne les recours concernant l'entreprise, concernant l'investissement, il demeure régi par les dispositions de la loi 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement. La loi a aussi posé un principe important concernant l'échange des données entre les administrations. Donc, les administrations ne doivent pas demander à l'usager des documents dont le contenu est détenu par une autre administration. Donc là aussi, il y a un autre décret d'application qui doit définir de manière progressive quelles sont les pièces que l'administration ne peut plus demander à l'usager et qu'il doit elle-même échanger ces données entre les différentes administrations concernées. Bien sûr, lors de la définition de ces données qui doivent être échangées, la priorité est donnée aux actes liés à la réalisation des projets d'investissement. La loi aussi a donné une place importante à la digitalisation des actes administratifs en imposant à l'ensemble des administrations la digitalisation de l'ensemble des procédures et formalités qui sont liées aux actes administratifs relevant de leur domaine de compétences dans un délai de 5 ans qui, bien sûr, commence à découler à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi qui est, bien sûr, le 28 septembre 2020. Donc, en ce qui concerne l'état d'avancement de la mise en œuvre, durant cette année 2021, nous avons pu travailler avec l'ensemble des administrations sur le recensement de l'ensemble des actes administratifs qui relèvent de leur domaine de compétences. Le secrétariat de la commission qui est assuré par le ministère de Transition numérique de la réforme de l'administration a assuré leur étude et leur publication au niveau d'un portail national, le portail idarati.ma, qui constitue aujourd'hui, selon la loi 55-19, le portail unique pour l'usager, que ce soit citoyen ou entreprise, pour avoir l'information normalement opposable dont les administrations doivent respecter lors de la délivrance des actes administratifs. Donc, ce portail a été, la première version a été mise à disposition de l'usager le 21 avril 2021. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît, sur les slides? Encore. Donc, le portail idarati.ma compte aujourd'hui 2500 actes administratifs publiés jusqu'à date d'aujourd'hui, avec plus de 1100 actes administratifs destinés à l'entreprise, dans tout domaine confondu. Donc voilà, le portail a été lancé dans sa première version le 21 avril 2021. Il y a une nouvelle version qui présente plus de fonctionnalités qui a été lancée dernièrement, décembre 2021, avec un espace digital réservé aux différentes administrations concernées par l'application de la loi 55-19 pour pouvoir administrer
mettre à jour et traduire en français l'ensemble des actes administratifs relevant de leur domaine de compétences. Le portail aujourd'hui est disponible seulement en arabe, mais la traduction en français a démarré lors de ce mois de décembre. Voilà donc l'idée du portail Darati.ma, qui est le portail national de simplification des procédures administratives. C'est qu'au-delà de son aspect informationnel, pour informer l'ensemble des usagers sur les procédures et formalités administratives, il constitue une plateforme pour mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de la loi 55-19. Donc, il y a un socle transactionnel qui a été développé, qui est en cours de finalisation et qui permettra à terme à l'usager de pouvoir demander en ligne un ensemble d'actes administratifs. Donc, c'est un espace qui normalement doit être mis à la disposition de l'usager de manière progressive, en ciblant les actes administratifs les plus prioritaires pour l'usager. Il abritera aussi un ensemble de modules communs transverses tels que l'authentification et l'identification des usagers, la signature électronique, le paiement électronique. Donc, c'est la vision cible sur laquelle un ensemble d'acteurs aujourd'hui travaillent pour que ce portail national soit un portail unique pour le citoyen. Et aussi tout ce qui est interopérabilité, échange de données avec les administrations, entre les administrations, pour pouvoir éliminer un certain nombre de pièces qui sont aujourd'hui demandées de la part de l'usager, donc en collaboration bien sûr avec l'Agence de développement du digital. Donc voilà, j'ai essayé de cibler les dispositions les plus prioritaires, la loi 55-19, et je suis à vous si vous voulez poser plus de questions par rapport à cette loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je regarde, je ne vois pas de questions spécifiques. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation très complète. Je note que cette nouvelle loi contient de très nombreuses améliorations et que sa mise en œuvre a déjà démarré depuis une année, avec notamment un portail digital national opérationnel depuis avril 2021. Beaucoup d'actions de mise en œuvre sont actuellement en cours et nous aurons peut-être le plaisir d'en reparler l'année prochaine pour voir comment cette loi a pu évoluer. Je me tourne maintenant vers Maître Hatim Boukris, avocat associé et fondateur du cabinet Boukris et Associés. Ce que j'aimerais, Maître, si possible, c'est que ce qui serait particulièrement intéressant pour les participants, c'est que vous puissiez aborder les questions concrètes de l'impact réel de cette réforme sur la pratique du droit des investisseurs et que nous puissions écouter peut-être un dialogue entre vous, madame, qui a participé à l'élaboration de cette réforme, qui en est un acteur, je suis sûre, principal, et vous, maître, praticien du droit, et qui peut-être aujourd'hui peut être aussi un peu le porte-parole des investisseurs nationaux et internationaux qui sont vos clients. Est-ce que cette réforme permet ou permettra un véritable changement dans le climat des affaires? Quels sont les ingrédients manquants, le cas échéant? Je vous donne la parole, maître. Merci Amandine. Tout d'abord, comme chaque année, on tient à remercier LexisNexis pour ses initiatives avec Icon, qui permet vraiment d'améliorer le climat des affaires, ne serait-ce que par les échanges qu'on a entre nous. Alors aujourd'hui, l'impact de cette loi est certes très positif, dans la mesure où déjà dans l'esprit de l'administration, on est dans le cadre d'une simplification, de rappeler, parce que les recours administratifs existaient déjà, mais on les a rappelés, de fixer des délais, c'est intéressant, mais en se rappelant que ces délais existaient déjà, on assiste plus à une réaffirmation de certains principes qui étaient dans certaines lois sectorielles ou régissant telle ou telle administration ou telle procédure. Aujourd'hui, si on peut dire que cette loi elle va apporter une amélioration, elle ne les apportera que lorsqu'elle sera, on verra comment elle sera déclinée sur les différents secteurs sectoriels. C'est très important dans la mesure où, je cite un exemple qui est celui de l'immobilier. Les démarches de simplification, de digitalisation ont précédé
cette loi. Il suffit juste de rappeler les décrets qui sont sortis et les arrêtés qui sont sortis. Celui, par exemple, du 12 juin qui approuve le règlement général de construction et qui prévoit les formes et les conditions de délivrance des autorisations des pièces exigibles en matière de législation relative à l'urbanisme. Il suffit de voir aussi l'arrêté conjoint de l'aménagement du territoire national qui, lui, fixe exactement les pièces constitutives des dossiers exigibles en matière d'autorisation en matière d'urbanisme, ainsi que l'autre arrêté conjoint qui a été pris par le ministère de l'Intérieur, ministre de l'Aménagement et de l'Urbanisme, concernant à la gestion dématérialisée des permis d'habiter, certificats de conformité et les délivrances. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, on peut dire, c'est qu'il y a des lois qui ont déjà été, des textes qui étaient déjà là pour améliorer un secteur de l'activité économique et qui est, pour moi, en phase avec la loi actuelle. Mais qu'en est-il aujourd'hui des autres secteurs? Et c'est ça ce qui va prendre du temps, parce qu'aujourd'hui, cette loi, peut-être qu'elle a imposé des principes, qu'elle va toucher un secteur ou deux très rapidement. C'est ce qu'on voit, par exemple, déjà sur la liste des actes qui ont été annexés à la circulaire du ministère de l'Intérieur adressée à toutes les collectivités locales. Il y a des choses qui peuvent aller vite, mais aujourd'hui, on a d'autres secteurs où ça va être difficile de décliner cette procédure. Et je parle par exemple en matière, en matière de procédure devant l'autorité des marchés des capitaux, où là, dans tout ce qui est agrément d'organismes de placement collectif, tout ce qui est agrément de PCI, et ça touche les investisseurs. Donc aujourd'hui, pour qu'on puisse voir ce texte se décliner dans ce secteur-là, encore faut-il que aussi la MMC prenne le relais à travers ses circulaires, voire même qu'il y ait le ministère des Finances à travers un arrêté ou des modifications légales pour pouvoir impacter ces changements. Et c'est très important. Je donne aussi l'exemple de tout ce qui est énergie. Le secteur énergétique aujourd'hui, il est presque, je ne dirais pas bloqué, mais on est devant un vide par rapport à plusieurs sujets. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas de procédure pour des textes existants. Et sans parler, bien entendu, des textes qui n'ont pas encore vu le jour et dont on attend la sortie depuis un moment. Et je parlerai sommairement, par exemple, de la loi sur l'autoconsommation, sur les énergies renouvelables qui est modifiée, mais depuis 1 an et demi ou 2 ans, on l'attend toujours. Les entreprises qui ont été instaurées par la loi sur l'efficacité énergétique pour faire de l'audit énergétique, on attend toujours la publication depuis quelques années déjà de leur texte d'application, notamment du cahier de charge, avec les procédures d'autorisation et d'agrément qui vont avec. On regarde aussi la loi qui est sortie pour scinder, donner le monopole de l'énergie renouvelable à l'agence marocaine de l'énergie renouvelable, Mazen, qui à ce jour n'avance pas et avec leurs procédures qui vont avec. Donc, vraiment, la problématique, elle est comment et là, je pose plus une question peut-être à Madame Mimi sur comment on envisage de décliner ce texte général sur les secteurs d'activité. Et est-ce que vous pensez que ça va aller vite ? Donc, je ne sais pas. Vous voulez que je réponde en interaction ou là, je vous laisse terminer votre intervention? Voilà, ok, d'accord, parfait. Je pense que c'est utile, Madame Imi, si vous voulez bien répondre en interaction. Je pense que ce serait intéressant si vous le voulez bien. D'accord, oui. Merci, Madame. Donc, oui, je vous remercie, M. Bourris, parce que vous avez mis le doigt sur un ensemble de problématiques ou de contraintes de mise en œuvre de la loi 55-19, notamment tout ce qui est déclinisant des différents principes instaurés par la loi 55-19 par les différents secteurs. Déjà, la première contrainte, vous l'avez bien souligné, c'est la mise à niveau d'un ensemble, de l'ensemble de l'arsenal juridique relatif au secteur,
par rapport à la loi 55-19, notamment l'encadrement des procédures où les pièces demandées de la part de l'usager par des éléments réglementaires. Vous avez bien dit, et nous l'avons constaté au niveau du secrétariat de la Commission, qu'un grand nombre, je dirais même vraiment 60 à 70% des procédures administratives aujourd'hui ne sont pas réglementées par des textes clairs. Ils relèvent de la pratique au niveau des différents départements. Les pièces demandées de la part de l'usager, ils relèvent de l'informel. C'est un constat qui a été effectivement noté par la Commission nationale et sur lesquels le chef du gouvernement a déjà en 2020 fait circuler 2 circulaires en ce sujet, invitant les différents secteurs à réglementer l'ensemble des procédures avec lesquelles ils travaillent aujourd'hui et ils exigent un certain nombre de pièces de la part de l'usager. Il faut noter aussi que ce travail, c'est un travail vraiment qui nécessite du temps. On sait très bien que pour un arrêté ou un décret, il faut du temps, il faut une préparation, il faut une concertation. Donc, cette dynamique a été amorcée depuis le début de cette année 2021. Et je peux vous assurer que le secrétariat général du gouvernement a été bombardé par un ensemble de textes qui sont proposés aujourd'hui par les différents secteurs pour réglementer les pièces demandées, pour donner un cadre juridique aux pièces demandées. Parce que pour que la Commission puisse dire qu'un acte administratif est conforme à la loi 55-19 et par la suite il peut être publié au niveau du portail, il exige un engagement de la part de l'administration qu'il est en train de travailler sur un texte qui réglemente la procédure elle-même, ça veut dire les pièces demandées, etc. Et ça, quand on rappelle que plus que la moitié des actes administratifs ont cette contrainte, donc là, la réponse à votre question, est-ce que ça va aller vite? Malheureusement, la réponse est non. C'est difficile d'aller vite quand on est le champ réglementaire, quand on est face à des centaines de textes qui doivent voir le jour, qui doivent bien sûr respecter la procédure d'adoption, etc. Donc, la contrainte, elle est parmi les grandes contraintes de mise en œuvre de la loi 55-19. J'ajoute aussi une autre contrainte de mise en œuvre, c'est que la loi 55-19, c'est vrai, a posé un ensemble de principes importants, mais la majorité des principes sont liés à l'adoption d'un certain nombre de décrets d'application. Les décrets d'application ne sont pas encore là. Ça aussi, c'est une autre contrainte de mise en œuvre parce qu'il faut compléter le cadre juridique de la loi 55-19 en adoptant l'ensemble des décrets stipulés par la loi. Merci. Merci beaucoup. Franchement, pour moi, les réponses sont très claires et je pense que pour tous les participants, ça doit l'être aussi. En sus de cet aspect-là, moi, j'ai fait un aperçu critique de la loi et j'ai vraiment 2 points. 2 points peut-être que je peux reprocher à la loi en tant que telle. Certes, on a prévu au niveau de l'article 21 des recours contre les décisions, le défaut de réponse et le refus motivé par une administration, mais ce qui, à mon avis, aurait dû être fait peut-être pour aller plus loin, c'est instaurer un principe de responsabilité de l'administration. Certes, ce principe, il existe depuis toujours dans le Daïr des obligations et contrats, pour dire que l'administration est responsable de ses actes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on aurait aimé avoir à ce niveau-là, si un investisseur ou un particulier engage une action et arrive à annuler une décision administrative, ou là arrive à obtenir un acte administratif qui lui a été refusé, il faut qu'il puisse demander à l'administration des dommages-intérêts. Parce qu'aujourd'hui, l'administration doit savoir qu'à un moment, quand elle prend une décision où elle répond par oui ou par non, elle risque, si sa décision n'est pas bonne, d'engager sa responsabilité à titre pécuniaire et d'être contrainte à payer des dommages-intérêts.
Et ça, c'est ce qui arrive dans les relations entre privés. Et c'est ce qui permettra aussi d'avoir une confiance des investisseurs, notamment étrangers, dans cette façon de faire pour dire aujourd'hui, si l'administration refuse, je peux obtenir des dommages et intérêts parce qu'il y a des projets qui sont sujets à autorisation administrative. Des fois, on peut déjà avoir mis l'argent. Je donne un exemple simple, ne serait-ce que pour l'autorisation pour créer des hôtels. Il faudrait que j'achète déjà le terrain, il faut que je mette un peu d'argent déjà pour faire des choses et après, je demande des autorisations. Généralement, on ne fait pas tout en même temps. Donc, si aujourd'hui, il se fait refuser une autorisation d'une manière abusive, il devrait pouvoir récupérer l'argent qu'il a dû perdre à cause du retard ou du refus. Et généralement, ce n'est pas le refus qui est problématique, c'est surtout le retard dans l'obtention des autorisations. Le deuxième point, et qui c'est très intéressant d'avoir instauré, par exemple, au niveau de l'article 23, que les administrations peuvent échanger entre elles des documents. Mais aujourd'hui, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant d'unifier la procédure auprès de la première administration saisie? Parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui qu'il y a dans certains cas, notamment, je pense par exemple à des projets. Je crois que nous avons perdu M. Borré. Oui, je me demandais si c'était chez moi, mais je ne l'entends plus non plus. Donc, on va attendre quelques instants que la connexion reprenne pour notre bouclier. D'accord. Hatim, on ne t'entend pas. Oui, je crois que j'ai été coupé un moment, mais je ne sais pas à quel… Oui. On a perdu une minute. Hein. Voilà. En fait, j'ai parlé des recours et de la responsabilité de l'administration. Amandine? Ça, on l'a pas entendu, ça. Hein. On l'a pas entendu. Tu démarrais le sujet, en fait. Ah, d'accord. OK. Alors, je disais qu'en fait, au niveau de l'article 21, on a instauré les principes des recours de l'administration. En fait, nous avons perdu M. Borré au moment de l'article 23 qui concerne l'échange de documents entre les administrations. D'accord. Ah, OK. Alors, par rapport, c'est une nouveauté qui est, à mon avis, très importante. En rappelant que, entre parenthèses, que c'est une mesure qui a, par exemple, déjà été adoptée au niveau de la création de la déclaration des associations, où il y a une modification légale qui a prévu qu'on n'avait plus, plus la peine de présenter le registre, la fiche anthropométrique, que c'est l'administration elle-même qui l'a demandé avec les CIN. Et ça, effectivement, ça a facilité les choses en termes de déclaration des associations. Et là, ça facilitera certainement les choses pour les autres procédures qui nécessitent de récupérer des documents ailleurs. Maintenant, il y a juste un point qui aurait dû être peut-être fait, c'est essayer de centraliser la décision chez une seule administration, en partant du principe que la première administration saisie pourrait prendre une décision pour les 2 ou 3 administrations concernées par une décision. Et je donne à titre d'exemple ce qui se passe par exemple en matière de mines. Généralement, vous avez soit une collectivité territoriale qui intervient, avec éventuellement le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est terre collective et avec le ministère de l'Énergie. Donc, en fait, on se retrouve, l'investisseur, quand il est là, il doit entamer 3 démarches auprès de 3 administrations parce que les 3 éditent des actes administratifs avec des redevances, bien entendu. Mais ça aurait été effectivement plus simple si on aurait pu dire que la première administration qui est saisie dans une démarche, elle se chargera de donner toutes les autorisations des autres administrations. Après, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais au moins un guichet unique qui se chargerait de contacter les autres administrations pour ça.
En matière d'hôtellerie, la même chose. Aujourd'hui, par rapport à l'hôtellerie, certes, on a une loi qui est sortie, c'est la loi 94, qui permet cela, hein, qui permet de dire que je dépose mon autorisation de construire et j'aurai ma décision de classement provisoire en même temps. Et la décision de classement, elle serait donnée dans ce cadre-là. Bien entendu, les décrets d'application, on les attend toujours. Ça fait quand même depuis 2015. Hein. Ça, c'est une autre problématique qui ne concerne pas la simplification, mais qui concerne le processus d'une manière générale. Mais à date d'aujourd'hui, on a toujours, ça dépend de deux administrations. On a l'urbanisme d'une part et on a le tourisme d'autre part. Et c'est vrai qu'avoir un guichet unique pour tout type d'autorisation, ça facilite les choses pour beaucoup de monde. Donc, c'est là où je dis, oui, transfert des documents, je veux bien, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus en avant et avoir une réunification à un guichet unique pour chaque type de procédure qui impliquerait plusieurs administrations? Donc, ça, c'était mon deuxième point que je pourrais avoir pour la loi. Il y a un troisième point sur les procédures elles-mêmes. Et celle-là, par contre, c'est du vraiment terre-à-terre. C'est qu'aujourd'hui, nous avons les procédures qui existent et qui ne sont pas écrites, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, ne correspondent pas à ce que dit la loi. Et je vais vous donner vraiment un exemple simple. Un exemple simple qui considère l'investisseur d'une manière très quotidienne, je dirais, c'est quand on veut créer une succursale. Quand on veut créer une succursale d'un investisseur étranger, aujourd'hui, la création de succursales nécessite l'obtention d'un certificat négatif en scène. Mais aujourd'hui, quand vous demandez, quand vous présentez à l'administration fiscale ou au greffe avec un certificat négatif en scène pour immatriculer une succursale, on va vous dire non, il vous faut un certificat négatif dénomination sociale, contrairement à ce que dit la loi. Et c'est là où je vous dis, de par le passé, on avait mis 3 mois à obtenir une taxe professionnelle pour ça. Je peux vous assurer que mon investisseur a perdu son marché. Et c'est des conséquences directes. Donc aujourd'hui, même dans le cadre de la simplification des procédures et de leur rédaction, il faudrait vraiment revoir les textes légaux qui parlent de ça. D'autant plus qu'en matière alors je citerai un autre exemple, mais en matière, par exemple, de SPCC, c'est des sociétés de placement en capital collectif. Vous avez aujourd'hui des textes légaux qui sont là, une interprétation qui est très correcte, qui est prise par la MMC, mais quand on va au niveau du registre de commerce, non, on va nous demander des documents que la loi ne prévoit pas, comme si c'était une société anonyme classique. Et là, justement, c'est parce que ces procédures ne sont pas écrites, ne figurent nulle part. On a une évolution législative qui sort, avec des nouvelles procédures, voire des dérogations à des procédures existantes, mais on n'a pas un texte avec les nouvelles procédures qui sont adaptées à cela. Et donc, ça crée des difficultés journalières, voire même les gains qu'on a pris avec une simplification d'une loi initiale, on les perd par la suite. Parce que justement, les procédures ne sont pas clarifiées dans un texte. Ça, c'était vraiment mon troisième point et c'est mon point final par rapport aux procédures parce que je pense que ça ne sert à rien de mal. Le débat ici n'est pas pour critiquer d'autres textes qui existent dans la pratique et qui ne sont même pas économiquement viables. Je pense que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui et merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup, Madame Hilmi, pour vos réponses. Je vous remercie moi aussi pour vos constats qui sont tous vraiment pertinents par rapport aux différentes contraintes aujourd'hui présentes pour bien mettre en œuvre de manière correcte toutes les dispositions de la loi 55/19. Et vous avez, durant le troisième et dernier point, mis le doigt aussi sur un élément qui est très important, qui est l'opposabilité de l'information affichée concernant la procédure. Aujourd'hui, suite à la première étape de mise en œuvre de la loi, nous avons pu publier à travers le portail Idarati 2500 actes administratifs, 2500 procédures administratives
dont 1100 concernent l'investisseur et l'entreprise. Mais nous sommes aujourd'hui tous confrontés à un degré, je dirais, faible. En tout cas, on attend d'avoir des chiffres qui vont confirmer ce constat par rapport au respect des différentes administrations à l'information affichée, sachant que cette information qui est aujourd'hui affichée, ce sont les administrations elles-mêmes qui l'ont transcrit et qui l'ont publiée. Parce que la loi 55-19 parle du principe de l'opposabilité. L'administration doit respecter ce qu'il a elle-même transcrit et publié au niveau du portail. Et que l'information qui est aujourd'hui affichée sur le portail, elle est opposable par la force de la loi 55-19 et que le non-respect des pièces et procédures qui sont publiées sur le portail peut donner objet à un recours. Parce que c'est un principe au niveau de l'article 3. Maintenant, après la publication de cet ensemble d'actes administratifs, nous avons dernièrement lancé une enquête terrain auprès de l'usager par rapport à un échantillon de procédures administratives qui concernent et le citoyen et l'entreprise pour avoir des retours chiffrés par rapport au respect sur le terrain de toutes les procédures qui sont affichées pour voir où est-ce qu'on est dans cette opposabilité. Et là, je voulais partager avec vous que la réforme juridique, elle est là. Une première étape de mise en œuvre par rapport à la mise en œuvre du principe de la transparence est amorcée. Reste maintenant à accompagner le changement. C'est un grand changement qui est aujourd'hui imposé par rapport à la culture administrative. Dans la culture administrative, comme vous l'avez bien dit au début de votre intervention, les administrations affichaient déjà les délais, affichaient déjà les procédures, bien avant la loi. Mais la différence, c'est que l'information qui était affichée sur les sites institutionnels des administrations était une information à titre indicatif. Rien n'oblige l'administration à respecter ni le délai qui est affiché, ni la procédure elle-même qui est affichée, et qu'effectivement, une fois devant le guichet, l'usager peut être affronté à des demandes de documents ou de pièces ou de procédures qui ne collent pas avec la version qui est affichée. Donc, c'est un processus de changement. Il faut l'accompagner. Et on sait très bien tous que le changement de culture, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il faut l'accompagner, il faut insister. Donc, nous allons publier les résultats de cette première enquête de vérification de l'effectivité de la loi sur le terrain, peut-être au cours du mois de janvier, et que nous sommes en train de travailler avec différents partenaires sur un dispositif de vérification de l'effectivité de la loi à travers un certain nombre d'indicateurs qui vont être affichés publiquement. C'est une manière de créer de l'émulation entre les différentes administrations et de créer cette dynamique de changement de la culture administrative en exposant un peu les données au public pour impliquer aussi l'usager pour qu'il assimile les nouveaux droits qui lui sont accordés par la loi 55-19. Et il doit aider lui aussi dans cette dynamique de changement de culture administrative à travers l'application réelle du droit qui lui est accordé en termes de recours, en termes de réclamation, etc. Donc, c'est un processus où tout le monde est appelé à collaborer pour pouvoir changer cette culture administrative aujourd'hui et qu'il y a un consensus que cette culture ne peut que changer et on ne peut plus travailler dans l'informel, dans des délais qui sont juste là à titre indicatif. Il faut vraiment que tout le monde collabore pour obtenir le changement souhaité. Merci beaucoup. Les tâches ne sont pas aussi simples. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maître pour votre intervention très pratique et cette critique constructive de la nouvelle loi. Et merci Madame d'avoir bien voulu vous prêter au jeu des questions-réponses en live. Et je peux vous assurer qu'elle ne connaissait pas les questions et les remarques à l'avance, donc vraiment bravo. Je trouve que cela montre vraiment le véritable souhait de l'État, et en particulier du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, d'accompagner les évolutions, notamment du monde des affaires, avec par exemple la digitalisation,
le portail numérique national, etc. Donc, en conclusion, je crois qu'il faut saluer les efforts de l'État marocain pour simplifier les démarches administratives. La loi est récente, elle est encore en cours de mise en œuvre. Il y a des textes, des nouveaux textes et des améliorations qui seront encore nécessaires. Mais encore une fois, il faut saluer ces efforts. Je trouve que ça va vraiment dans le bon sens et bravo. Bravo à vos efforts, madame, et à votre division. Donc, je crois que Maître Boukri serait ravi d'avoir d'autres échanges plus poussés avec la division de la simplification des procédures et l'appui de l'éthique. Et je vous laisserai prolonger ces échanges constructifs par la suite. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de passer au troisième et dernier sujet, qui est le financement collaboratif dans le cadre de la loi numéro 15-18, présentée sous l'angle de la question de la protection pour les contributeurs et les porteurs de projets. Donc, je me tourne vers Maître Sylvain Alasser, gérant associé du cabinet d'avocats Alasser Jury Conseil, qui va nous présenter aujourd'hui ce sujet un petit peu technique, mais très intéressant. Sylvain, je te cède la parole pour ce focus sur la loi 15-18. Merci. Sylvain, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Je crois que Maître Alasser a un petit souci de micro, donc peut-être se déconnecter, se reconnecter, Sylvain, comme tout à l'heure. Non, on n'entend pas. Je me tourne vers Lexis. Je ne sais pas s'il y a un souci. Oui. Vous m'entendez? Ah oui, voilà, c'est parfait. Merci, voilà. Merci Sylvain, je te cède la parole. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Alors, je disais que je tenais à remercier LexisNexis et Icône Juriste pour leur invitation pour cette année à nouveau, et j'avais eu le plaisir l'année passée, effectivement, et c'était exactement le même jour, si je ne me trompe pas, d'avoir également animé une présentation à l'époque du projet de loi sur ce qu'on appelle le crowdfunding, et en français le financement collaboratif, donc terme repris par la loi 15-18. Je remercie les intervenants précédentes pour un certain nombre d'éclairages, et j'ai essayé de trouver un peu une ligne conductrice entre nos quatre interventions. Et si on peut faire un lien, c'est effectivement de parler un petit peu de transparence et de la protection des intérêts des parties prenantes, de l'intérêt général, en tout cas des uns et des autres. Donc, je pense que c'est un petit peu le fil conducteur de ce panel. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Alors, quelques mots juste pour planter le décor de cette loi 15-18. Alors, il y a eu un projet de loi qui est resté projet de loi pendant un certain nombre d'années. Et puis, on a eu l'agréable surprise de voir publier, en tout cas dans la version arabe, le 8 mars 2021, donc la loi relative au financement collaboratif, et dans sa version française au mois d'août. Alors, le financement collaboratif, qu'est-ce que c'est? Alors, il est défini comme étant une opération de collecte de fonds auprès du public qui est réalisée par une société de financement collaboratif et qui met en relation des porteurs de projets et des personnes désirant les financer, qu'on appelle les contributeurs, au moyen d'une plateforme qu'elle crée et qu'elle gère. Donc voilà, c'est ce que j'ai représenté avec ces trois photos. Vous avez en bas à gauche les personnes qui souhaitent contribuer, qui apportent les fonds à la plateforme, qui s'est représenté par un ordinateur. Et puis en haut à droite, vous avez les porteurs de projets. Alors il y a une flèche dans les deux sens. Pourquoi? Parce que la flèche qui va vers la plateforme, c'est celle où effectivement les porteurs de projets vont présenter leur projet à la plateforme. Et puis dans l'autre sens, une fois que les projets ont été validés et que le financement a été lancé, eh bien, on a les fonds qui vont remonter jusqu'aux porteurs de projets via un établissement teneur de compte. On parlera de ça tout à l'heure. Voilà, je voulais juste rappeler cette présentation de financement collaboratif. On a trois catégories de financement qui sont prévues par la loi: le prêt, avec ou sans intérêt, le don. Alors, ce que la loi appelle l'investissement, c'est tout simplement la prise de participation dans le capital de société.
Alors, pourquoi en fait on pose la question de la protection des contributeurs et des porteurs de projets? Et c'est effectivement le thème qu'on m'a demandé de présenter. Ici, j'ai apporté 3 éléments de réponse très, très synthétiques. À l'image en fait des OPCI, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, Maître Hatim évoqué tout à l'heure, ça concerne effectivement les plateformes de financement collaboratif, concerne en fait l'épargne publique. Alors peut-être effectivement ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant cette loi 15-18, il était il était très très compliqué de faire du financement collaboratif, du crowdfunding, dans la mesure où ces opérations tombaient sous le champ d'application du crédit, donc réservé au monopole bancaire, ou de l'appel public à l'épargne, là encore est encadré. Donc, il était très compliqué. Il y avait quelques structures qui faisaient du financement, mais plutôt à travers du prêt. Donc, aujourd'hui, on a levé ces obstacles. On a un cadre juridique spécifique à ces opérations-là qui est en dehors des textes relatifs aux établissements bancaires et à l'appel public à l'épargne. Mais il fallait quand même protéger l'épargne publique puisque les contributeurs, c'est avant tout le public. Donc, cette épargne, il faut la protéger à l'égard de risques financiers et puis des escroqueries éventuelles que l'on peut avoir. Le deuxième point, c'est qu'on peut penser, en tout cas les contributeurs et les porteurs de projets peuvent penser que le financement collaboratif, c'est de l'argent facile, où il est facile d'envoyer des fonds et donc aussi être victime d'escroqueries, en tout cas pour les contributeurs. Et les porteurs de projets pensent pouvoir se dire, oh tiens, je vais lancer une activité, j'ai entendu parler du crowdfunding, c'est facile, je vais présenter mon idée à une plateforme et puis je vais avoir facilement l'argent. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Et puis, troisième point, où on met en avant un petit peu la protection, c'est que le législateur a souhaité de toute façon limiter les montants des investissements. On reviendra sur ce sujet-là. On passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, plus largement, là encore, sur cet aspect de protection, à travers la loi, en fait, le cadre juridique lui-même est un cadre protecteur dans sa structure et dans son contenu. Et avant d'aller sur les slides suivants, on va rentrer un petit peu plus en détail. Par ce slide, j'ai voulu mettre en avant trois points qui sont à travers la loi, qui, à mon sens, reflètent la volonté du législateur de protéger les intérêts des acteurs. Premièrement, la loi à plusieurs reprises parle, je dirais, d'avoir un cadre simple et clair des opérations de crowdfunding. Donc, si je ne me trompe pas, on retrouve ce besoin de clarté aussi dans la loi sur la protection du consommateur. Bien, en tout cas, si on reste sur la loi 15-18, c'est un premier point, là encore, pour que le lecteur puisse facilement comprendre de quoi il s'agit. On a également une obligation d'information du public sur la plateforme à travers qu'est-ce que le financement collaboratif, quels en sont les risques, quelles sont les obligations des contributeurs. On doit également expliquer la façon dont les projets sont éligibles sur la plateforme et puis les caractéristiques des projets sélectionnés et les modalités de rémunération et ou de remboursement des contributions en fonction de la catégorie dans laquelle le financement va se faire. Donc, deuxième point, effectivement, l'information du public qui est de nature également, au-delà de l'information, à protéger les intérêts. Et puis, un troisième point, alors je n'ai pas tout cité, j'ai cité quelques éléments qui me semblent importants, mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, des éléments qui sont de nature, dans la structure même de la loi, de nature à préserver les intérêts des contributeurs et des porteurs de projets, qui sont les suivants. Déjà, une société de financement collaboratif donc, qui va créer et gérer la plateforme ne peut pas faire du démarchage financier auprès des contributeurs. Donc, on met à l'abri les contributeurs, on va dire, d'une certaine pression qui pourrait se faire. Deuxième point, la loi a prévu un droit de rétractation de la part du contributeur. D'ailleurs, à ce propos, on ne sait pas trop si effectivement c'est le droit de rétractation qu'on a dans la loi sur la protection du consommateur ou est-ce que c'est un droit de rétractation prévu spécifiquement. Ça, c'est une question. La réponse que j'aurais, c'est dans la mesure où les contributeurs, s'il s'agit de personnes physiques, ce sont des non-professionnels, donc plutôt des consommateurs. Et donc, j'aurais tendance à voir l'application du droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, mais c'est une question. Autre aspect, dans le règlement de gestion, chaque
chaque plateforme de financement collaboratif doit être dotée d'un règlement de gestion. Et dans ce règlement de gestion, on doit avoir notamment les modalités de traitement des réclamations. Donc ça, c'est aussi un point important. Très souvent, quand vous avez des conflits avec des sites marchands, vous cherchez partout la façon dont on peut gérer les réclamations que l'on doit avoir. Ben là, le législateur a prévu ce sujet-là. On a des activités qui sont exclues du crowdfunding, certainement parce qu'ils peuvent présenter des difficultés ou peuvent avoir un risque particulier pour le contributeur. Donc, on va attendre cette liste fixée par voie réglementaire. Et là, espérons que les textes sortiront bientôt. Alors, à ce sujet, j'en profite. Il paraîtrait que l'ensemble des textes réglementaires seraient devant le SGG, ce qui serait une bonne nouvelle par rapport à la date à laquelle la loi a été publiée. Mais voilà, je n'en sais pas plus et je n'ai pas pu vérifier ce point-là. Et tant qu'effectivement que ces différents décrets ou textes réglementaires, les textes, les différentes circulaires des autorités de contrôle n'ont pas été publiés, et ben, la loi 15-18, pour l'instant, si elle est entrée en vigueur d'un point de vue légal, en tout cas, n'est pas encore applicable. En termes de protection, l'autre aspect, effectivement, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas concourir, en tout cas, qui ne pourront pas financer des projets. Cette liste sera fixée par voie réglementaire. Et ce qui est intéressant, le législateur dit notamment protéger des personnes en situation financière précaire qui les met dans l'incapacité d'honorer leurs engagements. Donc, on voit ici, effectivement, le souci du législateur de préserver, en tout cas, une certaine catégorie de la population. Le rôle des établissements teneurs de compte est important pour s'assurer que les flux financiers dans un sens et dans l'autre se font conformément à la loi. On a un commissaire aux comptes également pour la société de financement collaboratif. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a des obligations d'information et de vigilance spécifiques pour les contributeurs et les porteurs de projets. Et c'est ce qu'on va voir sur les slides suivants. Donc, on voit qu'il y a dans la structure même de la loi, en fait, vraiment la volonté de préserver les intérêts des contributeurs et des porteurs de projets. Alors, j'ai pris le parti de faire 2 slides, une qui va présenter ces obligations, cette protection avant la réalisation de l'investissement. La slide suivante sera après. Mais le législateur, lui, a présenté des choses, en fait, conformément à un processus dynamique d'un financement collaboratif à travers l'inscription d'un contributeur sur une plateforme, le lancement d'une opération de financement collaboratif et puis l'information relative au moment de la conclusion du financement de contrat collaboratif. J'ai fait une autre présentation qui me semblait plus facile à retenir. Alors, sur la slide, vous avez en haut, au milieu, donc la société de financement collaboratif et les flèches rouges correspondent aux obligations de cette société qui, je rappelle, va gérer une ou plusieurs plateformes de financement collaboratif. J'en profite pour préciser qu'une plateforme de financement collaboratif ne peut gérer qu'une seule catégorie de financement, soit le don, soit le prêt, soit l'investissement. Mais on ne peut pas avoir sur une même plateforme du prêt et du don ou de l'investissement, par exemple. Alors, sur la colonne de gauche, vous avez les obligations légales à la charge de la société de financement collaboratif qui sont de nature à protéger les intérêts des contributeurs. Tout d'abord, la société de financement collaboratif doit s'assurer de l'identité des porteurs de projets et de l'absence de condamnation de ses dirigeants. Deuxième élément, c'est vérifier effectivement la faisabilité et la valorisation des opérations de catégorie investissement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement, c'est l'investissement dans le capital. Donc, je prends un risque d'actionnaire, à savoir que je peux perdre effectivement ma mise. Donc, il faut s'assurer effectivement, à partir de là, que le projet est effectivement faisable et puis que la valorisation ne va pas entraîner en fait une demande sans commune mesure avec réellement ce que vaut le projet. Donc là, on voit bien, là encore, le souci de protéger les intérêts des contributeurs. On peut s'interroger, au-delà de la question qui nous intéresse, comment, effectivement, l'équipe de cette financement collaboratif va vérifier la faisabilité du projet. Troisième point, alors là, ce sont des vérifications que doit faire la SFC à l'égard des contributeurs. Notamment, le contributeur doit prendre connaissance du règlement général, du règlement de gestion de la PFC.
la SFC doit également s'assurer que le contributeur a pris connaissance et accepté les conditions de financement envisagées, ses droits et les obligations et ceux des autres acteurs. Doit également s'assurer que le contributeur a pris connaissance et accepté les risques relatifs au crowdfunding, et en général par rapport à l'investissement envisagé, l'échec du projet possible et puis la perte possible. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, la connaissance du droit de rétractation et de ses modalités. Alors, aspect pratique, cette prise de connaissance va se faire certainement à travers une case à cocher que l'on trouve, bien évidemment, si on veut faire un parallèle avec la loi sur la protection des données personnelles, où très souvent, on va rechercher le consentement de la personne physique à communiquer ces données à travers une case à cocher. Et ici, je pense que ce sera exactement le même principe. Et puis, troisième élément qui vient préserver les intérêts des contributeurs, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est tout simplement la limitation des montants par contributeur, puisqu'un même projet sur une année, enfin, en tout cas, le montant est limité à 10 millions de dirhams, et le même projet en lui-même, globalement, ne peut recevoir que 20 millions de dirhams. Donc, ça sont les montants plafonds. Il appartiendra effectivement aux autorités de définir des montants, soit ils vont garder les mêmes montants, soit ils vont fixer effectivement des montants inférieurs. Et là encore, ce plafond de montant est de nature à préserver les intérêts des contributeurs et donc à limiter les risques, surtout sur le risque d'investissement. Parce que quand je fais un don, ben, je ne vais pas prendre de risque, hein. Mon acte est désintéressé. Et si je fais un prêt, le risque que je prends, effectivement, c'est de ne pas être remboursé. Donc, il y a quand même une nécessité de limiter les montants engagés. Côté porteur de projet, la société de financement collaboratif a une obligation de vérification. On est toujours dans la même logique. Et donc, elle doit s'assurer que le projet proposé est conforme aux dispositions de la loi, il est cohérent et il est clair. Vous voyez cette notion de clarté. Que la documentation juridique relative à la personne morale qui porte le projet, là encore, soit conforme. Donc, il y aura une petite due diligence sur la constitution de la société, l'extrait du registre du commerce, par exemple. Donc, ça, ce sont des choses classiques. Le porteur de projet doit aussi avoir connaissance du fonctionnement de la catégorie de financement collaboratif, des risques et des engagements qu'il va le prendre vis-à-vis des contributeurs. Ben, ça se comprend également parce que quand on accompagne, par exemple, les startups, on se rend compte souvent que ce sont plutôt des ingénieurs, des développeurs qui foncent sur leur projet et qui n'ont pas forcément connaissance du risque que va prendre, en tout cas, ou du risque qu'ils prennent en tant qu'actionnaires, ou du risque qu'ils vont faire prendre éventuellement à des investisseurs. Et c'est dans la discussion, on se rend compte effectivement de ce besoin d'information. Et on retrouve ici, je pense, cette logique-là, que le porteur de projet ait bien conscience de ce qu'on attend de lui, à savoir s'il y a un prêt, il va le rembourser, et puis s'il y a un investissement en capital, ben ici, le risque financier, bon, il est pris par le contributeur, son risque d'actionnaire, mais peut-être un point important dont on n'a pas toujours connaissance, un porteur de projet, c'est que s'il va chercher des actionnaires, ben, il ne sera peut-être pas forcément maître chez lui. Alors, le niveau de contribution financière, à mon sens, fera en sorte que les contributeurs ne seront pas majoritaires, mais ils pourront en tout cas faire jouer leur droit d'actionnaire sur ce point. Connaître l'identité des contributeurs et la documentation les autorisant à participer à l'opération de financement. Et là encore, ben, il faut que pour que l'opération de financement puisse fonctionner, faut-il encore qu'on ait une certitude sur l'existence des contributeurs et puis qu'ils aient bien le pouvoir, en tout cas pour les sociétés qui souhaitent contribuer, qu'elles aient bien le pouvoir, en tout cas la personne qui va signer, qui va s'engager là-dessus, ait bien le pouvoir de le faire. Et là encore, le porteur de projet doit s'assurer qu'à travers les FFC, que les contributeurs ont bien pris connaissance des conditions de financement envisagées. Et la troisième catégorie d'obligations, c'est le contrat de financement collaboratif que doit préparer sur la base d'un modèle type la société de financement collaboratif. Alors, ce contrat de financement, alors,
Il y a donc des clauses minimales types qui vont être arrêtées par les autorités de contrôle. Donc là aussi, on va trouver en tout cas un niveau de protection, là encore, des intérêts à travers ces clauses minimum. Quelques mots sur l'objectif de ce contrat. Je l'avais déjà dit l'année dernière et je n'ai pas plus de réponses. C'est en fait, quelle est la nature de ce contrat? Est-ce que c'est tout simplement l'engagement des parties, des contributeurs et des porteurs de projets pour le contributeur de contribuer et pour le porteur de projet de lancer l'opération? Ou est-ce qu'on va retrouver à travers ce document le contrat de prêt? Est-ce que ce sera le contrat de prêt? Ce sera l'acte de donation? Si c'est le cas, ça sera un petit peu plus compliqué pour les contributions sous forme d'investissement, puisque vous savez comme moi, quand on investit dans du capital, il y a un bulletin de souscription, une augmentation de capital. Donc, il y a une documentation juridique dont je ne vois pas très bien comment elle pourrait trouver sa place dans ce contrat de financement. Donc, on attend avec intérêt la publication des clauses minimales pour comprendre le contenu de ce contrat. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, on a des obligations de la SFC avant la réalisation de l'investissement et puis on en a après la réalisation de l'investissement, donc qui sont plus minimes. Alors, surtout sur le même principe, vous avez en violé les obligations des SFC à l'égard des contributeurs et des porteurs de projets. Alors, sur la colonne de gauche, s'agissant des contributeurs, la SFC, effectivement, elle doit fournir de manière périodique. Donc là, on attend la publication des textes pour connaître effectivement ce niveau de périodicité. Donc, une information périodique sur le suivi de l'opération de financement. C'est normal, on a contribué, on aime savoir où est-ce que j'ai mis mon argent. Autre élément, c'est que la loi permet aussi aux contributeurs de saisir l'autorité de contrôle concernée par son investissement. Donc, la MMC, si c'est un investissement, et puis Barid, Banque Al Maghrib, si la contribution est sous forme de prêt ou sous forme de donation. Donc, on peut saisir l'autorité de contrôle si on pense effectivement qu'il y a eu un manquement aux obligations légales qui ont porté un préjudice au contributeur. D'ailleurs, c'est la même chose du côté des porteurs de projets. Les porteurs de projets ont également cette même possibilité de saisir les autorités si la SFC ne respecterait pas leurs obligations et un tel manquement portant préjudice aux porteurs de projets. Et dans les deux cas, les autorités de contrôle sont libres ou non de donner suite à la demande. Autre mesure de nature à préserver, à protéger les intérêts des contributeurs, donc cela concerne l'affectation des fonds. Les fonds, alors la loi dit que les fonds sont exclusivement réservés aux projets financés. En tout cas, elle pose le principe. Ça, c'est de nature encore à rassurer les contributeurs. Et surtout, c'est que les fonds sont insaisissables par un créancier de la SFC ou par l'établissement teneur de compte. Donc là, on peut se dire effectivement que l'argent que je mets dans ma contribution est censé doit aller effectivement entre les mains du porteur de projet. Et puis, il y a une obligation d'information qui sera, là encore, certainement sous la forme, alors le rapport annuel qui sera certainement publié sur la plateforme, donc une information globalement qui va concerner dans l'intérêt du public, et puis une publication trimestrielle, et ça c'est intéressant, trimestrielle d'un indicateur de défaillance sur les 36 derniers mois. Donc le public pourra suivre effectivement si les projets qui sont sur la plateforme sont des projets qui ont connu des défaillances ou est-ce que l'équipe de la SFC a fait un très bon travail et a su effectivement identifier des très bons projets. Donc au-delà de la boutade, on voit quand même qu'il y a un niveau d'information que souhaite le législateur de nature, là encore, à préserver les intérêts, éviter que des contributeurs mettent des fonds peut-être sur des plateformes gérées par des sociétés de financement collaboratifs dont les indices ne seraient pas forcément excellents. Et puis, le porteur de projet, lui, a une obligation d'information à l'égard de ses contributeurs, là encore une information périodique sur l'évolution du projet, sur la situation financière et sur les difficultés rencontrées par le projet. Donc voilà, donc je pense que alors, tout ça devrait être mis à l'épreuve du temps pour s'assurer effectivement que le cadre proposé est un cadre suffisamment protecteur. Moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'à mon sens, effectivement, on a un cadre protecteur qui préserve bien les intérêts des uns et des autres à toutes les étapes d'une opération de financement collaboratif.
On a une information qui se fait auprès du public également. Donc, le cadre légal est là. Maintenant, attendons effectivement la publication de tous les textes réglementaires, le lancement des premières opérations pour voir effectivement la réalité de ce cadre. Et ce qui m'amène à la conclusion suivante sur le dernier slide, s'il vous plaît. Les enjeux de cette protection, effectivement, c'est de gagner la confiance des acteurs, donc les contributeurs et les porteurs de projets essentiellement. Et puis cette confiance, une fois installée, pourra faire du crowdfunding effectivement une véritable source de financement, non pas à la place du financement bancaire, mais à côté du financement bancaire et certainement des autres sources de financement avec les fonds d'investissement. Voilà, je pense que le crowdfunding ne va pas remplacer les autres financements, mais sera une source de financement complémentaire et pourra être même pour des financements initiaux. Rappelons que le crowdfunding s'applique aussi à des projets à but non lucratif, mais également à but non lucratif, et pour lesquels, effectivement, il est difficile d'aller vers du prêt bancaire, encore moins des investisseurs, fonds d'investissement. Et cela permet effectivement, le crowdfunding, d'aller chercher du financement. Voilà, je voulais terminer sur ces deux sujets. Pour répondre à la question sur en quoi cela va favoriser le développement des affaires, si le crowdfunding trouve effectivement sa place dans le financement et là je vais rester sur les entreprises, cela va permettre tout simplement de développer des entreprises, donc développer du chiffre d'affaires, développer l'emploi et créer des recettes fiscales. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci. Merci Sylvain pour cet exposé détaillé, clair et précis. Alors, peut-être une question, alors je n'ai pas vu de question dans le chat, mais peut-être une question de ma part. Je comprends que cette loi est très récente, qu'on attend encore un certain nombre de textes d'application. Mais est-ce que toi, tu as déjà commencé à travailler avec des clients pour structurer des types de financement? Est-ce que vous avez rencontré certaines problématiques spécifiques? Est-ce que ça a déjà démarré ou est-ce que pour l'instant, ça reste de la théorie encore? Alors, oui, alors moi, ça fait maintenant à peu près 2 ans que je travaille sur le sujet à l'époque du projet de loi et après la publication de la loi. Alors, on a été approché effectivement par des opérateurs sur un secteur bien particulier. Et effectivement, on m'a questionné où est-ce qu'on en est effectivement du projet de loi. Et beaucoup de questions ont été posées sur lesquelles on a un petit peu travaillé, mais tant qu'on n'a pas les textes d'application, c'est difficile d'aller plus en avant. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des opérateurs qui s'intéressent effectivement, qui attendent la publication des textes pour pouvoir se lancer sur des projets de financement collaboratif dans différents secteurs. Donc, ce que tu dis concrètement, c'est que oui, il y a de l'appétit, mais pas encore concrètement de structuration qui sont déjà en train d'être mises en place en attendant les textes. Pour l'instant, oui, juste… Voilà. C'est effectivement ça. Moi, sur ce que je vois à mon niveau, il y a vraiment un réel appétit. Généralement, souvent, les personnes viennent me voir. Donc, il y a de l'appétit, mais il faut attendre les textes pour voir effectivement comment les choses vont se faire. Tout à l'heure, je parlais du contrat de financement collaboratif. La loi, par rapport au projet de loi, a intégré la dimension électronique. En tout cas, l'a écrit concrètement. Maintenant, effectivement, il faut voir comment les choses vont se faire. Il ne faut pas que la loi, effectivement, porte en elle-même son propre échec. Donc, il faut attendre les textes, voir où sont éventuellement les difficultés, où est-ce qu'à l'image, et je rejoins un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, où la loi parle de la simplicité, de la clarté. Il ne faudrait pas qu'on tombe sur des textes d'application qui soient tout sauf clairs et simples, qu'on ne monte pas des usines à gaz. Et si on a quelque chose effectivement qui est assez simple et que les premières opérations de crowdfunding sont réussies, oui, il y a de l'avenir. Je pense sérieusement qu'il y a de l'avenir. Alors après, il y a plein de questions qui vont se poser. Effectivement, le coût du financement collaboratif pour les personnes, puisqu'il y a des commissions à payer auprès des opérateurs. Donc, il y aura également peut-être cette réalité-là qui vont se faire. Maintenant,
quelles sont les sociétés de financement collaboratif qui vont se lancer dans l'aventure, puisque avant qu'elles soient opérationnelles et puis surtout rentables, il va falloir multiplier les projets. Donc, il y a quand même une certaine réalité économique qui est là également. Mais en tout cas, voilà, ça ne fait pas peur pour l'instant sur ce que j'ai pu voir auprès de certains opérateurs. D'accord. Donc, pour conclure sur ce que tu disais, on peut dire que tu considères que cette loi contribue véritablement à l'amélioration du climat des affaires au Maroc. En tout cas, effectivement, attendons ces textes, mais oui, je partage, effectivement, c'est ce que je dis. C'est un beau texte qui contient la possibilité pour les entreprises d'aller chercher du financement et de se développer. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta contribution. Alors, je crois qu'on en arrive à la fin de notre panel. Je vois que l'heure tourne et qu'on est un peu rattrapé par le temps également. Donc, je vous propose de conclure sur… un petit peu simpliste, mais enfin, je retiens le besoin de cadres légaux et réglementaires simples et clairs. Je retiens aussi que la digitalisation est partout. Les textes doivent coller à la réalité des besoins des investisseurs nationaux et internationaux. Je salue les efforts de l'État marocain et je remercie Madame Iny pour sa contribution aujourd'hui. Je note qu'il y a eu de nombreuses réformes qui sont déjà passées, que d'autres sont en cours. Je pense aux réformes du droit des sociétés, la simplification des démarches administratives ou encore le financement collaboratif, des sujets qui ont été abordés aujourd'hui. En tout cas, de nombreux chantiers qui ont déjà qui ont pu être concrétisés et de nombreux chantiers qui sont encore à venir. Et je pense qu'on peut conclure en disant qu'il y a une amélioration continue, un souhait d'amélioration continue de l'environnement des affaires à travers ces textes. Et je pense que c'est un rendez-vous annuel qu'on doit continuer parce que chaque année, il y a des nouveaux sujets. Le thème était déjà abordé l'année dernière avec le professeur Mernissi. Et je constate qu'on continue sur cette lancée. Je vous remercie encore une fois, et les panélistes et LexisNexis. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour parler des sujets de financement collaboratif en attendant les textes, de simplification des démarches administratives en voyant comment la pratique va rencontrer la théorie. Et on a vu déjà des échanges vifs sur le sujet, ou encore sur le droit de grève avec le rendez-vous déjà noté pour l'année prochaine. Et je vous remercie. Merci Amandine, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants pour ce panel très intéressant. J'invite les participants, s'ils le souhaitent, à s'inscrire aux ateliers de formation prévus cet après-midi, donc dans la continuité de la journée amélioration de l'environnement des affaires au Maroc. Donc, un premier atelier de 14h à 16h animé par Sophia Guessous sur la présentation des principales dispositions fiscales du projet de loi de finances 2022. Et un second atelier de 16h à 18h animé par Kelly Hazan et Zakaria Moustadraf du cabinet Boukris et Associés, donc qui présenteront le cadre légal et réglementaire de protection des données personnelles des salariés. J'ai mis les liens donc, pour s'inscrire dans le chat de Zoom, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous inscrire. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous également.